Bonsoir à tous. Un été s'achève à l'antenne de France Culture et alors que partout la rentrée se prépare dans des conditions sanitaires encore incertaines, pour cette dernière de l'été, le temps du débat s'interroge sur le télétravail, pour le meilleur ou pour le pire. Ce sera l'un des grands bouleversements du fameux monde d'après. En tout cas, on nous l'a largement prédit. Et il faut croire que dans la Silicon Valley, le monde d'après, c'est déjà aujourd'hui. Dès le mois de mai, dans une Californie encore confinée, Jack Dorsey, le patron de Twitter, a fait sa grande annonce. Après la pandémie, l'immense majorité des 5000 salariés de la firme sera autorisée à ne plus jamais revenir au bureau. Un télétravail permanent sur la base du volontariat. Ce faisant, Twitter va encore plus loin que les autres géants du numérique. Google a généralisé le télétravail jusqu'à l'été 2021 aux États-Unis, mais aussi en Europe, au Brésil, en Inde. Facebook, qui souhaite que la moitié de ses salariés puissent travailler de chez eux d'ici 5 à 10 ans et leur offre $1000 pour s'équiper convenablement. Alors pour certains analystes, nous sommes à l'aube d'une révolution culturelle dans le monde du travail, comme si l'expérience du confinement avait brisé un tabou, notamment en France où la notion de télétravail n'est apparue qu'en 2012 dans le Code du travail. Avant la pandémie, seuls 3% des salariés français du privé télétravaillaient au moins un jour par semaine, alors entre mars et mai 2020, un quart d'entre eux ont poursuivi leur activité à domicile. Ce chiffre, il monte même à 70% chez les cadres. Alors que la rentrée approche et que les premiers signes de reprise épidémique se font sentir, de grands groupes français s'y mettent à leur tour. Dès septembre, 18 000 salariés du constructeur automobile PSA travailleront à distance et un assureur, la Maif, a signé en juillet un accord avec les syndicats pour élargir le recours au télétravail. Objectif annoncé, l'épanouissement des salariés. Alors la généralisation du télétravail est-elle souhaitable? Et si oui, pour qui? Quels enseignements peut-on tirer de l'expérience du confinement? Comment organiser et encadrer le télétravail? 4 invités avec nous ce soir pour débattre de ces questions. Danielle Linhart, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue du travail, directrice de recherche émérite au CNRS. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Travailler sans les autres aux éditions du Seuil. À vos côtés, Cyprien Battu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes doctorant en économie à la Paris School of Economics. Vous êtes l'auteur d'une note pour le groupe d'études géopolitiques sur l'impact du Covid-19 sur le monde du travail. Elle est parue au mois de mai, cette note. Nous recevons également face à vous une autre doctorante, Anne-Sophie Maillot. Bonsoir. Bonsoir. Votre thèse porte sur les incidences des nouvelles organisations de travail sur les pratiques professionnelles, l'équilibre des temps de vie et la santé des salariés. Pendant le confinement, vous avez suivi une trentaine de salariés en télétravail pour une entreprise de la défense. Et puis un quatrième invité au téléphone ce soir. Bonsoir Pierre Morel-Alussier. Bonsoir. Vous êtes député UDI de la Lozère, engagé pour le télétravail depuis les années 2000 à travers des rapports, des propositions de loi et un livre paru en 2010, Le télétravail en France, les salariés sont prêts. À Roissy-en-Brie, en région parisienne, Marie-France Bergougnoux va également rejoindre son poste de travail, tout simplement dans le salon de son pavillon. C'est là qu'elle travaille. Les textes d'imprimerie qu'elle va composer lui arrivent par télécopieur. Cela fait 12 ans qu'elle travaille à domicile, mais depuis quelques mois, elle est entièrement autonome grâce à la télématique. Elle n'est plus obligée de se déplacer, mais reste salariée à part entière de l'entreprise parisienne qui l'emploie 39 heures par semaine. Rester chez elle ne l'effraie pas. Non, pas du tout. Non. Le matin, quand je me lève, je me dis, je suis chez moi, j'ai mon travail à domicile et je suis bien contente de ne pas avoir le transport à faire. Mais vous gardez des horaires normaux? Oui. Racontez-moi ça. Oui, je tiens à conserver les horaires du bureau. Je commence à 8h le matin jusqu'à midi. Je recommence à 13h30 jusqu'à 17h30. Mais alors quel est l'avantage du système? L'avantage du système, c'est que ma foi, le mercredi, je peux décaler mes horaires puisque c'est la journée des enfants. Et puis même en semaine normale, le lundi ou le mardi, je peux très bien décaler mes horaires aussi. Enfin, le plus pratique pour nous, c'est quand même à maintenir les horaires de bureau, ce qui nous permet de retransmettre en fin de journée le travail aux horaires normaux.
C'était en 1985, les tout débuts du télétravail documentés dans un reportage d'Antenne 2. Et alors, il y a certaines choses qui ont changé, comme l'usage du mot télématique, par exemple. Mais globalement, les questions qui se posaient à l'époque sont les mêmes qu'aujourd'hui. Comment organiser ses journées? Comment gagner en souplesse horaire tout en séparant travail et vie personnelle? La différence, c'est tout de même l'ampleur du phénomène. En 1985, quand la femme que nous entendions dans le reportage est interrogée, elle était une véritable exception. En 2020, je le disais en introduction, un quart des salariés du privé français ont fait l'expérience du télétravail pendant 2 mois et 81% d'entre eux, selon une étude, a jugé l'expérience plutôt satisfaisante. 73% se disent même prêts à la prolonger ponctuellement ou régulièrement. Alors Daniel Linhart, sociologue du travail, est-ce que vous pensez qu'on se dirige vers une généralisation du télétravail en France au-delà de la crise sanitaire? Je pense qu'on aurait bien tort de vouloir tirer des conclusions générales de cet épisode très particulier. Je le répète sans arrêt, 80% des gens disent c'est formidable de pouvoir rester chez soi, mais il faut bien comprendre que c'est pour éviter un danger extérieur, un monde qui est anxiogène, qui fait peur, et chez soi on se sent tout simplement à l'abri, préservé. Donc on peut pas tirer des conclusions. C'est la peur de l'extérieur, la peur de la maladie, du virus invisible, des transports en commun, de la promiscuité avec les autres, de la même manière que ce qui peut être vécu comme difficile en télétravail est lié aussi au confinement, parce que il y a les enfants à la maison toute la semaine, il faut leur faire cours, il faut leur faire à manger. Je dirais donc que les deux aspects, à la fois positifs ou négatifs, sont extrêmement particuliers en raison de cette spécificité du confinement vis-à-vis d'un danger extérieur.